Mali, et plus d'une semaine après la désignation d'un Premier ministre civil par le président de transition, les sanctions imposées par la CEDEAO continuent de peser sur le pays. Pourtant, à Accra, lors d'une entrevue entre les chefs d'État de la sous-région et le CNSP, le Conseil national pour le salut du peuple, Nana Akufo-Addo, président du Ghana et président d'exercice de la CEDEAO, avait assuré que les sanctions seraient levées, ce dès lors qu'un président et un premier ministre civil seraient désignés pour conduire la transition. Mais à l'évidence, il y a encore des préalables au retour du Mali dans le concert des nations. Quels sont les griefs que la CEDEAO a contre le CNSP? Y a-t-il effectivement des obstacles à la levée rapide des sanctions qui pèsent contre le Mali? Que dit réellement la charte de la transition sur la succession du président de la transition? Quelles concessions s'imposent à la junte Mali? Mokhtar Ouane, nommé Premier ministre de transition, quelles raisons expliquent le maintien de l'embargo de la CEDEAO? C'est le thème central de l'émission du jour qui sera donc consacrée à l'actualité au Mali. On revient juste après l'intermède. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour cher ami. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Zoulen Lokossou, bonjour. Bonjour mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Alors, c'est une information qui vient donc de nous parvenir. Plus de 100 djihadistes ont été libérés dans le cadre des négociations pour obtenir la libération de 2 personnes, sinon personnalités, notamment Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition politique détenu, on le sait, depuis mars dernier par des terroristes, et de Sophie Petronin. Pourquoi libérer des djihadistes sans constater la libération effective des personnes détenues? Je vous remercie. Déjà, il faut se rendre compte que rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. S'il faut libérer autant de djihadistes pour avoir Soumaïla Cissé et cette expatriée française, il faut le faire dans un souci d'apaisement. Le deuxième paramètre, c'est qu'il faut libérer les djihadistes. Ils savent qui ils ont arrêté. Quel type de djihadistes veut-il libérer? Est-ce qu'il y a une liste qui lui a été adressée? Est-ce qu'il y a des personnalités Est-ce qu'il y a des personnes ressources au niveau de ces djihadistes-là qu'ils veulent voir en liberté? La question reste posée. Et bon, il ne faut pas oublier aussi que le Mali a besoin de paix, de sérénité. Et tout acte qui pourrait concourir, n'est-ce pas, à faire recouvrer la paix et la quiétude au Mali sera la bienvenue. Alors, le Gossou, pourquoi constater donc la libération de djihadistes avant, pourquoi pas, le retour des personnalités concernées? On parle d'une expatriée française détenue depuis 2016 et du chef de file de l'opposition politique malienne qui est, lui, pris dans sa région, le Tombouctou, aux alentours de mars dernier, en pleine campagne électorale. Bon, là, je crois que je vais prendre peut-être le contre-pied de ce qu'a dit mon vis-à-vis. Et c'est vrai, l'arrestation ou l'enlèvement de l'opposant Cissé, ça crée un choc, un choc sentimental. Mais on ne peut pas libérer des terroristes, des gens qui ont été jetés en prison, non pas forcément enlèvement, mais c'est parce qu'ils ont commis des crimes de sang. Alors, libérer ces gens-là, c'est comme si on a dégoupillé une bombe. Alors, qu'est-ce qui prouve que, en les libérant, Monsieur Cissé et la dame française là auront la garantie d'être remis aux autorités? Moi, j'en doute fort. Et je doute aussi qu'ils ne se reconstituent et reprennent leurs activités. Parce que quand les gens ont pris goût de l'argent facile, ils se livrent au trafic de cocaïne, un peu de tout, et ils en sont privés pendant un bon moment. Maintenant, quand on a libéré, mais
si moi j'étais à la place, je ne sais pas si c'est seulement 100 qui sont en prison, mais on aurait dû dire, nous libérons peut-être 10, et quand nous aurons constaté l'effectivité du président de l'opposition, on pourra agir. Donc moi je crois que c'est de l'hérésie, ils ont mal posé, ils ont voulu régler un problème, mais c'est pour en créer un autre. Monsieur Blamzak, c'est effectivement un risque que de libérer une centaine de personnes actuellement sur le territoire malien, des personnes considérées comme des djihadistes qui ont donc forcément des choses à se reprocher puisque détenus, surtout qu'on n'a pas encore constaté l'effectivité de la libération de l'opposant. Le président Ibeka, quand il était au pouvoir, garantissait que le chef de file de l'opposition allait bien, qu'il serait libéré très tôt. Finalement, on n'a rien vu jusqu'à ce que lui-même soit renversé, sinon déposé par l'armée. Aujourd'hui, on nous assure que l'opposant sera libre, mais toujours est-il qu'on règle un problème, soit, vous l'avez souligné, mais on en crée un, sinon plusieurs autres, parce qu'une centaine de djihadistes libres d'aller et de venir où ils veulent, ils ont déjà peut-être eu le temps de connaître à l'intérieur des prisons, connaître des positions, échanger, renforcer et tout. Il y a quand même un risque. Certainement qu'il y a un risque. Il y a certainement un risque. Parce que sans djihadistes de libérer, ça ne se serait pas fait comme si on libère, c'est pas un petit voyou à côté. Oui. Dans le règlement des conflits, il y a des spécialistes qui sont chargés de ce genre de questions. Et vous avez vu par le passé, le Mali a déjà eu de ce genre de tractation sous le président Hollande, si vous vous en souvenez, où on devait libérer des détenus français, n'est-ce pas, qui étaient gardés, je crois, depuis 2 ans. Et il y a des étapes dans une négociation. Il y a certainement des négociations qui se faisaient depuis dans l'ombre, que nous, vous et moi, nous ne savons pas. Et cette négociation-là ont certainement amené à cette conclusion qu'il faut libérer tant de personnes pour retrouver la liberté de Soumaïla Cissé et de Dame Petronet. C'est pas évident du point de vue sécuritaire non plus, parce que, comme l'a dit mon doyen, je suis entièrement d'accord, quand vous libérez des djihadistes, c'est pas comme des gens comme nous autres. C'est des gens qui ont du sang dans la tête, sur les mains, partout. Ils sont condamnables devant la justice. Mais dans un souci d'apaisement, et pour permettre, n'est-ce pas, aux ces deux personnages-là de recourir à leur liberté, il va falloir faire des concessions. Et c'est là où d'autres seront d'accord, d'autres ne le seront pas. Parce que ce n'est pas évident de voir des gens qui ont tué, qui ont commis des crimes mais vraiment abominables, se voir libérés au détriment d'une ou de 2 personnes. C'est inconcevable moralement. Mais du point de vue géopolitique et stratégique, oui, ça vaut parfois le coup de faire ce genre d'action. Non, moi, je ne partage pas tellement cet avis, parce que du temps de la Hollande, du président Hollande plutôt, le conflit était latent. Mais maintenant, ça s'est radicalisé. Ils ont occupé des territoires, commis des crimes de sang. Bon, et puis, ça dit que c'est inconcevable. Les gens qu'on a tués, innocemment, et on les libère sous prétexte que, bon, on veut la paix, on veut faire ceci. Mais ce n'est pas ce biais, parce que, en temps normal, on aurait dû liquider ces gens-là. Si Beka lui-même a été dégagé par la junte, c'est parce qu'ils ont tiré à vue avec des armes létales sur des Maliens. Alors, donc, on ne peut pas mettre des choses là, des prisonniers de ce acabit dans des conditions normales, dans des conditions normales, et puis dire sans garantie, on n'a aucune garantie. Ils sont évaporés dans la nature. Ils n'ont même pas, c'est pas quelque chose qui puisse indiquer, notre technologie n'est pas tellement développée qu'on peut les suivre à la trace. Donc,
Et je crois que les risques sont toujours grands. Hein. Maintenant, si ça se passe bien, c'est tant mieux. Voilà, alors parlons à présent de la transition. Le vrai obstacle semblait être la prérogative qui permettait au colonel Assimi Goïta, investi donc vice-président transitoire, de remplacer le président dans la transition en cas d'empêchement de ce dernier. Finalement, on a l'impression que le chemin vers un retour réel des civils au pouvoir au Mali est encore long. Je vous ai dit ici sur plateau que la junte, moi, je n'arrache pas un bol à quelqu'un pour aller le donner, pour aller me trouver un autre propriétaire. La junte était et reste, n'est-ce pas, dans cette prérogative. C'est logique. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO demande la dissolution du CNSP. Mais qui va donner sa vie pour que quelqu'un d'autre qui n'a même pas participé au renversement d'Ibeka vienne poser, excusez-moi, vienne se poser dans le fauteuil. Ce fauteuil-là est sacré. Le fauteuil présidentiel, là, il est sacré. Que ce soit le fauteuil présidentiel ou celui de la vice-présidence, dans le cadre du Mali. Constatez aussi que la CEDEAO, sachant que d'une manière ou d'une autre, les militaires ne se laisseront pas faire, ayant choisi le président, ils ont mis le vice-président. Le Mali. Les Maliens ont choisi Assimi Goïta comme vice-président. Mais tout de suite, vous avez vu la CEDEAO monter au créneau pour dire non, il n'a pas prérogative à être vice-président dans le sens d'avoir les mêmes pouvoirs de remplacement du président de la République. Donc, la CEDEAO continue toujours de bouter le CNSP dehors. Troisième point, c'est qu'elle demande la dissolution même du CNSP. Tout à fait. Donc, il se pose un problème, mais la CEDEAO, comme je l'ai dit, elle ferait mieux d'accompagner le Mali que de leur créer plus de problèmes. Le statut est fait. Il y a un président, un vice-président, et il vient d'être nommé un premier ministre. Alors, qu'attend la CEDEAO pour lever les sanctions? Le reste, ce sont des petits détails qui vont finir dans 18 mois. Il ne faut pas s'attarder dessus. Alors, le Koussou, est-ce que c'est vraiment un détail que de laisser le vice-président du CNSP, militaire, on le sait, qui a dirigé donc le putsch, avoir les prérogatives constitutionnelles de remplacer le président en cas de vacances du pouvoir? C'est comme si, en fait, on permettait à un civil de prendre le pouvoir, mais les militaires ont ou détiennent toujours la possibilité de renverser ce dernier. Oui. Ce que moi je vois là, c'est un paradoxe.